Ici et maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, également le dimanche de 14h à 16h. Émission produite par Didier Deplège et présentée aujourd'hui par Alex. Alex, tes invités aujourd'hui, Joël Ménard et Anne Moreau. Alors aujourd'hui, nous allons faire une sorte de bilan de tour d'horizon de l'actualité des ovnis avec Joël Ménard qui évidemment édite le magazine Lumière dans la nuit que tout le monde connaît, Lumière dans la nuit numéro 373. Il fera un tour d'horizon de l'actualité et nous aurons pour débuter dans quelques secondes Anne Moreau qui dirige le site culture-crop.com, www évidemment au début, un site qui nous en apprend plus sur les crop circles et Anne Moreau répondra à toutes nos questions dans quelques instants. Joël Ménard, lui, interviendra pendant le cours de la conversation. Anne Moreau, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Anne, tu diriges le site culture-crop.com où on trouve tout ce qu'on peut chercher sur les crop circles. Tu peux le dire, mais non, il n'y a quand même pas tout. Il y a beaucoup de choses, il y a des liens aussi vers d'autres sites. Oui. Ça fait 3 ans que le site existe et j'engrange des quantités de liens. Ils ne sont pas tous pertinents, mais on peut chercher et se repérer dans le temps, surtout avec les pages récentes, pour voir ce qu'il s'est passé au fil des saisons. Donc les pages récentes, oui, c'est ça. Ça nous donne un petit peu l'actualité au jour le jour. Et il y a des galeries. C'est ce qui me semble actuellement le plus intéressant. Ce sont les galeries qui sont fabriquées avec les photos de William. Alors on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Nous avions déjà réalisé une émission ensemble sur les crop circles pour faire un point en 2004 sur ce que sont les crop circles avec Nicolas Montigiani. Entre autres, évidemment, beaucoup d'intervenants lors de cette soirée. Donc là, nous sommes dans la période des crop circles, juin, juillet, fin mai même. Est-ce qu'il y en a de beaux cette année? Ah oui, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Ou dans quel pays? Parce qu'on parle beaucoup de l'Angleterre à chaque fois. Enfin, moi, je m'intéresse principalement au crop circle anglais. Mais là, j'avais une page de Linda Moulton Howe qui comptait les crop circles apparus récemment. Donc là, il y en aurait en tout 69. En Allemagne, en Italie, en Hollande, en Amérique, en Belgique, en Pologne, en Autriche, en Russie, au Canada. Et elle ne mentionne pas le français. Je sais pas, bon, elle est peut-être pas au courant. Il y a un crop circle français? Oui, il a été présenté sur un site qui s'appelle le Signe des Temps, qui est tenu par Mathieu. Et bon, on peut le voir. Enfin, moi, j'en fais l'écho sur les pages récentes. C'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un formidable crop circle. Hein. Et d'ailleurs, les crop circles en France, pour l'instant, on peut dire, je pense, que nous n'en avons pas. En tout cas, de beaux crop circles géométriquement parfaits ou grandioses, non, on n'en a pas. J'habite, moi, dans une région où il y a beaucoup de champs de blé. Et j'ai remarqué des choses dans les champs qui ne sont nullement le résultat du vent. Je n'en fais pas écho parce que je m'y suis rendue, je n'ai rien trouvé d'anormal. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu un effet de mode, entre guillemets, parce que les crop circles restent quand même inconnus dans le grand public. Je pense qu'il y a un effet de mode et qu'il y a des jeunes qui s'amusent à faire des petites formations comme ça. Donc ça va être de plus en plus dur pour ceux qui cherchent de reconnaître le vrai du faux. Peut-être pas quand même, parce que ça n'a pas en France, ça n'a pas la beauté de ceux qui sont anglais. Ils sont assez simples, ils sont assez mal faits. Par contre, peut-être que ça peut faire un peu de mouvement en France. Je sais quand celui qui est apparu en Belgique, qui est quand même pas mal, lui a attiré les caméras de télévision. Je pense qu'en France, on n'en est pas là. Et heureusement peut-être, hein, parce que s'il ne s'agit que de blagues, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas mal pour un crop circle? À partir de quand juge-t-on qu'un crop circle est intéressant? Et on entend aussi parler de vrai et de faux. Oui, alors tout ça c'est très délicat. En fait, seul un scientifique pourrait vraiment trancher, pourrait dire bon celui-ci est un authentique. Donc un crop circle authentique, on pense qu'une énergie intense s'est produite et qu'il y a eu une chaleur, une très grande chaleur. Et donc les blés se couchent parce que les nœuds, les articulations gonflent, le blé tombe. Voilà, ça c'est un authentique crop circle. Généralement, ils sont grands, ils sont beaux, mais il y en a aussi des petits et pas terribles. Donc c'est vraiment difficile de faire la part des choses dans le monde des crop circles.
Vous me suivez, Alexandre? Oui, bien sûr, mais j'entends aussi chez des contradicteurs, comme sur le cercle zététique, des gens dire que toutes ces légendes sur les crop circles, je dis légendes, par exemple le fait que certains oiseaux ne survolent pas ou que des chiens n'y entrent pas, que des caméras ne puissent pas filmer, ne sont pas vérifiées. Vous savez, on entend tout et son contraire. C'est normalement un authentique crop circle met en panne tous les appareils en marche, les animaux ne peuvent pas y entrer. Il faudrait... il y a tellement de rapports, il y a des gens qui pensent que les crop circles font du mal à l'être humain, d'autres qui le guérissent. Je vais vous dire, moi, un authentique crop circle, c'est l'équivalent de celui qui est apparu en 2001 sur la colline de Milk Hill. Vous savez, celui qui ressemblait à une grande roue, là, avec 9 bras. Oui, avec les différents cercles. Voilà, celui-ci était tellement immense, si vous voulez, qu'il avait vraiment toutes les caractéristiques de l'authentique. Et pourtant, on dit de lui qu'il n'est pas forcément vrai, car les cercles n'ont pas tous la même taille. Ah oui, mais alors... bon, après, on amène un chien, et si le chien accepte de rentrer dedans, on dira qu'il est faux. Non, il faut quand même... la forme exacte d'un crop circle, si vous voulez, ça n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui authentifie un crop circle, ce sont les explosions au niveau des nœuds, les cavités d'expulsion. Bon, là, il y a de fortes chances pour que le crop circle ait été créé par une intense chaleur. Voilà, ça authentifie un crop circle. Ce qui l'authentifie aussi, c'est maintenant le taux de cristallisation du sol. Donc, ce sont malheureusement pas des études que l'on peut faire facilement, parce qu'elles sont très, très chères. Un faux crop circle, si vous voulez, c'est un cercle, bon, c'est fait avec des planches, n'importe qui peut le faire, on peut attirer l'attention comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour le plaisir de l'artiste, on a rarement vu des artistes ne pas se faire connaître pendant une trentaine d'années, par exemple. Pour des crops qui sont apparus il y a 20-30 ans, certains artistes, si c'était des artistes... Oui, je ne pourrais pas juger, pour moi c'est trop loin. Il y a 20-30 ans, je ne suivais pas du tout le phénomène, parce qu'il faut quand même me rappeler que je ne suis pas du tout une experte. J'ai un site internet, mais je ne suis pas du tout une experte en matière de crop circle. J'ai découvert le phénomène finalement très récemment. Maintenant, je n'ai pas d'idée arrêtée. Je pense quand même que je serais capable de reconnaître un authentique, pas forcément un faux, mais je serais capable de reconnaître un authentique avec les nœuds, je pense. Qui sont actuellement à l'étude? Est-ce que des gens étudient ces nœuds actuellement? Oui, je pense que les études continuent de la part du groupe BLT, mais même s'ils ne nous tiennent pas au courant pour l'instant. Nous, en France, on essaye de faire quelques expériences. Par exemple, nous avons récolté des graines de 2003, de crop circle plus ou moins parfaits, plus ou moins intéressants. On les a plantés. Je coordonne ça, mais c'est très difficile parce que tous les gens ne sont pas joignables par Internet et je n'arrive pas à coordonner ça de façon efficace. Et donc, on les a plantés avec leurs graines témoins, c'est-à-dire des graines qui viennent de la même parcelle, mais de l'extérieur de la formation. Et on a rajouté à cela un autre témoin, une qualité de grain que l'on trouve en France. Voilà. Et les gens ont fait cette plantation en aveugle pour voir quelle était, dans A, B ou C, quelle était la partie qui poussait le plus vite. Il n'y a que moi qui connaisse qui à quoi. Et à quoi correspond A, B ou C. Voilà. Et bon, là aujourd'hui j'ai eu des résultats. Bon, les pigeons se sont servis au passage, donc on n'aura pas forcément des expériences formidables. C'est amateur. Maintenant, il faudrait que des gens plus qualifiés que moi fassent ce travail. Enfin, arrivent à se procurer ces graines. D'ailleurs, on pourrait même essayer de leur en fournir. Les plantes et puis compare le taux de croissance. Je n'ai pas terminé de faire les tableaux. Il me semble bien que les graines des crop circles poussent plus vite. Il me semble bien. Il faut que je termine ce travail. Il faut terminer cette expérience avant d'en savoir plus. Ouais. Alors je suis allé sur ton site évidemment et j'ai vu des photos magnifiques. Alors on parlait des derniers crop circles. Il y en a un qui est superbe, qui représente, sans trop pousser son imagination, une abeille. Je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Et celui-là, il est où? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça, c'est un beau crop circle qui est apparu le 26 juin, donc au pied de la colline de Milk Hill. Tout à l'heure, je te parlais d'un grand crop circle, tu sais, à 6 bras. Donc là, on a une grande colline, et c'est là que ce crop circle était apparu. Il était immense, celui qui n'avait pas des dimensions exactes.
D'accord ? Et il a paru au même emplacement, celui-là. Alors, non, celui-ci est sur la colline. Et en bas de la colline, donc, on a un cheval de craie, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Un cheval de craie, sur la colline. Et au pied de ce cheval de craie, il y a donc un petit champ dans lequel apparaît régulièrement un crop circle. Et l'année dernière, nous avions donc une formation qui était facilement identifiable. Ça ressemblait à une fleur, à un cactus en fleurs, quoi. Et cette année, c'est une abeille qui se trouve juste à côté. Et sur le site, d'ailleurs, j'ai fait une superposition de 2 images, l'une de 2003 et l'une de 2004. Et on voit que les 2 formations ne se chevauchent pas. Tu vois, si tu enlèves une année, l'abeille est à côté du cactus en fleurs, quoi. Si on interprète ça en suivant simplement son imagination, voilà. De toute façon, Anne, j'ai cru comprendre que là où un crop circle était apparu, pendant 1 ou 2 ans, le sol gardait des traces. Et que les céréales ne poussaient pas de la même façon. Ça dépend. Ça dépend justement. Parfois c'est le cas et parfois ça ne l'est pas. Par exemple là, la marque du cactus, je vais l'appeler comme ça, de 2003, n'apparaît pas dans le champ. Et pourtant on pourrait la trouver à côté de l'abeille. Et là on ne la trouve pas. Donc ça n'est pas non plus obligatoire. D'accord. Dans la série céréalière, et je lisais aussi les contradicteurs qui parlent des crop circles, oui. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu de crop dans des champs de maïs, le maïs étant beaucoup trop dur à manier pour des êtres humains qui souhaiteraient faire de l'art. Oui. Qu'as-tu à répondre à ça ? Eh bien, on n'en a pas dans le bitume non plus, on n'en a pas... Un crop circle avait été rapporté dans le maïs par Joël Ménard, dans une de ses revues. Nous lui demanderons dans quelques instants. Ouais, l'année dernière. Donc pour le maïs, on verra ça un peu plus tard. Je reste encore dans le dérisoire parce que nombreux auditeurs n'ont pas entendu cette émission que nous avions fait ensemble. Juste pour tordre le cou encore à quelques rumeurs, l'explication par la météo avec les vents tourbillonnants, les retouches de photos sous Photoshop. Tout ça, on n'en parle plus. Tu veux dire que on n'arrive pas à parodier le mode de fabrication ? Oui, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, clairement, on ne met plus en avant ces effets météo qui ne peuvent pas produire des choses aussi, aussi belles. On n'en parle plus trop, non, on est passé à autre chose. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de debunking sur les crop circles. Maintenant, bon, tout le monde le sait, on peut faire un crop circle, pas trop moche, dans un champ. Bon, ça on le sait. Maintenant, comment est fabriqué un crop circle et... ça, on ne le sait pas vraiment. Que ce soit des sphères, des vents tourbillonnants. On sait que ce ne sont pas les animaux qui font ça quand même. Voilà, je pourrais pas te dire plus. Alors, ce qui est assez magnifique dans les crop circles et dans les dernières photos que nous avons vues par un lien que nous avons trouvé sur ton site, c'est notamment celui qui ressemble à une note de musique ou à une... Ouais. Ah oui, une note de musique, tu trouves, hein. Oui. Ouais. Bon, c'est une interprétation. Eastfield, ouais. Celui de, voilà, c'est ça, de Eastfield. Alors, ça, c'est une très très belle formation. Il faut savoir qu'elle est arrivée dans un champ qui est très connu au niveau des crop circles. En 99 était apparu ici ce que moi j'appelais le rébus, des grands signes, un peu comme des hiéroglyphes. Et était également apparu en même temps un serpent, un grand serpent. À l'époque, j'avais trouvé une interprétation en relation avec le soleil, je me souviens, c'est un grand champ qui est un petit peu ondulé. Donc c'est pas très facile en fait de faire un crop circle dans ce champ. Et William s'était rendu donc dans cette formation. Et au moment où il y était, c'est ça qui est assez sympathique, quelqu'un ou quelque chose était en train de créer l'abeille, ce qui était visible du champ en fait. Quand tu es dans ce champ où la formation en forme de note de musique est arrivée, quand tu es dans ce champ et que tu regardes en direction de la colline, eh bien tu peux quasiment voir l'endroit où s'est produit l'abeille. Oui, pour préciser, ça me fait penser à une clé, ce crop circle. Ouais, une clé de sol. Ouais. Donc il y a des photos de ce crop et plus précisément du sol. Et on voit ces céréales qui ne sont pas écrasées, mais c'est très intéressant parce qu'on voit le mouvement tourbillonnant de la chose, c'est avec au centre quelques épis qui restent en l'air. Oui. C'est la caractéristique, ouais. On l'a retrouvé également dans un autre crop circle de cette année. C'est-à-dire que oui, il y a des épis qui restent. Bon, ceci dit, un circle maker peut très bien éviter d'aplatir une tige ou deux pour nous mystifier. C'est possible, hein.
Nous tentons de trouver les anomalies sur les plantes. C'est ce que l'on veut mettre en avant. Oui, pour vous, c'est le plus important. Eh bien, disons que c'est important. Dans cette formation, je sais que William a eu beaucoup de mal à en trouver. Et parfois, les nids au milieu étaient tellement emmêlés qu'il ne pouvait pas, il était obligé de tout arracher, ce qu'il ne faisait pas. Parfois, on en trouve facilement, et dans ces formations, alors non, on n'en trouve pas. Et pourtant, on n'en a pas trouvé, disons, sinon on les aurait montrés. C'est-à-dire, il faut avoir l'habitude de s'y rendre pour... il y a des gens qui sont capables de dire, bon bah ça c'est un authentique, ça n'en est pas. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont capables qu'ils disent, voilà, ça, je pense que c'en est un vrai. William, pour celui-ci, semblait vraiment très enthousiaste. Pour lui, c'est un authentique. On a beaucoup parlé d'images liées à la création de Crop Circle. Certaines étaient diffusées sur Internet, de lumière blanche, oui, au-dessus des champs. Des sphères, tu veux dire? Oui, des sphères, tout à fait, entre autres. Et aussi de témoignages visuels directs de personnes ayant assisté à la création. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours ce genre de témoignages en 2004? Non, il n'y a pas trop de témoignages en 2004, pour l'instant. Pour l'instant, on a personne qui ait vu un crop circle se construire, si je peux me permettre. Parce que je te cache pas que je passe pas tout mon temps à fouiller le net, la recherche d'informations. Je peux me tromper, mais je n'en ai pas vu. Ça ne m'a pas sauté aux yeux. Il y a quand même l'expérience de William, mais là, bon, nous sommes en train de travailler dessus. Quand il était dans ce crop circle en forme de clé de sol, donc il a remarqué au milieu de la nuit quelque chose de spécial dans le ciel. Il l'a reproduit, il l'a redessiné, donc on l'a publié sur le site. Et donc on va étudier ça un petit peu plus près. Sinon, cette année, non, je n'ai pas entendu parler de témoignages percutants. Alors, à part cette abeille qui est magnifique, quels sont les autres crop circles qui t'ont marqué, toi, dans cette nouvelle moisson? Oui, il y en a un vraiment qui est fantastique. C'est celui qui se trouve à côté de Fort Nelson. Ce sont 2 spirales qui sont vraiment parfaites, l'une à côté de l'autre. Et on a l'impression qu'on pourrait emboîter l'une dans l'autre. On a l'impression l'une des spirales est le négatif de l'autre. Elles sont vraiment superbes. Et récemment, Zef Daman, qui les reconstruit, qui nous montre comment ils ont été fabriqués au niveau de la géométrie, il a publié donc leur reconstruction. Et on peut remarquer que c'est d'une complexité, c'est impressionnant. Et on se demande vraiment comment, dans le noir, on peut arriver à faire ça. C'est beaucoup plus compliqué que de faire des cercles concentriques. Une spirale, il faut faire des jonctions en permanence et il ne faut pas se tromper une seule fois. Et vraiment, ça c'est un très très beau crop circle. 2 spirales, puis ça évoque énormément de choses. Donc ça c'est une belle formation. Il y en a une autre qui est pas mal, qui est à Honey Street. C'est au large, c'est pas très loin de Millkill, du Cheval Blanc. C'est pas très loin non plus de l'auberge Bargine, où tous les croupies se rendent. Et qui évoque un crop circle qui est apparu déjà en 2002, celui qui est apparu à Stonehenge. Alors celui-ci, on l'appelait le crop circle ruban, puisqu'on avait l'impression qu'il avait 6 grands rubans qui se répandaient comme ça dans le champ. Voilà, donc ça, ce sont quelques-uns des beaux crop circles. Alors, tu me parlais d'auberge il y a quelques instants, et je voulais aussi revenir sur les hoax, sur les faux. Oui. Il faut se méfier aussi maintenant avec cette mode des crop circles, par exemple d'aubergistes, d'hôteliers qui pourraient être tentés de faire un crop juste à côté pour attirer le public. Oui. Bah, ça doit se passer, de toute façon. Je suis loin là du phénomène, je peux absolument pas dire qu'un tel ou un tel est authentique ou non. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions dès lors où un crop circle est relativement simple et dès lors où il est aussi éloigné de l'épicentre et dès lors où il y a une auberge pas très loin qui serait la première bénéficiaire. On pourrait faire ça en France aussi. Mais oui, mais en France, non. Oui. Ceux qui sont dans la faillite manquent peut-être d'imagination, mais s'ils ont un champ à côté d'eux, et si le champ leur appartient ou s'ils connaissent très bien l'agriculteur, ils se mettent d'accord, et puis ils font un très beau crop circle, et je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui viendront prendre un pot dans leur auberge.
Mais bon, attention, pas de vandalisme. Hein, non. À partir du moment où... Et en plus, ça permettrait aux gens qui s'intéressent au Crop Circle de se retrouver. Ah, ce serait pas mal. Voilà, on sauve une entreprise et puis en même temps... Non, c'est de la plaisanterie. Hein. Oui, on a bien compris, ne t'inquiète pas. Car cautionner ces faux Crop Circle, ce serait un peu renier voilà. Le centre d'intérêt. Ce que je ne fais pas du tout. D'ailleurs, les Crop Circle français, à un moment donné, m'intéressaient. J'espérais peut-être en trouver. Mais en fait, je trouve très bien qu'il n'y en ait pas, que ce soit pas la même chose qu'en Angleterre, quoi. Alors que peut-on attendre, Anne Moreau, des mois qui viennent? Bon là, ça va continuer encore un petit peu, on va en voir d'autres apparaître. On peut attendre les résultats de labo? Les résultats de labo, j'espère qu'ils ont enquêté. Hein. Là, actuellement, pour que le phénomène bouge plus, vous savez, on a déjà, avec l'étude de Levengood, de BLT, on a déjà, avec l'étude de cristallisation, quelque chose de fort. Donc, que des grands crop circles apparaissent en Angleterre, ça s'est déjà fait. Donc, maintenant, il faut peut-être réagir, il faut essayer de comprendre. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut avancer ailleurs. Parce que de superbes crop circles tous les ans, est-ce que ça va vraiment interpeller quelqu'un? Les scientifiques en cachette, mais je pense qu'en France, ça bougera pas. Non, ça bougera pas. Donc maintenant, nous attendons la grande finale, un crop circle plus grand, plus beau, en Angleterre. Énorme et étudié par les scientifiques, voilà. Qui ne doivent pas se priver non plus de visiter ton site internet. Oui, mais qu'ils aillent surtout visiter les champs. Mais si, en partant de l'hypothèse que ces crop circles soient d'origine exotique, s'ils voulaient vraiment frapper fort, ils pourraient le faire de différentes façons. Par exemple, ils pourraient faire 2 crop circles immenses dans 2 endroits différents, mais en des lieux qui seraient forcément médiatisés. Si la piste est exotique et s'ils voulaient vraiment se faire repérer ou percer l'écran, il y a quand même moyen de faire des choses extraordinaires. Plus extraordinaires encore que ce qui se passe actuellement. Parce que là, je trouve que depuis 2001, c'est quand même assez calme. Depuis la grande roue, la grande galaxie de 2001, oui. On n'a jamais... Il n'y a pas eu cet équivalent quand même depuis. Oui, c'est vrai, une petite période de calme, peut-être pour laisser réfléchir. Oui, peut-être. Il faudrait connaître les auteurs, quoi. C'est toujours la même chose. Il faudrait vraiment avoir une preuve, mais ça, on n'en aura pas. Quelle est, toi, ta théorie, celle qui n'engage que toi, Anne, à propos des crop circles? Alors moi, c'est clair. Sur toutes les pages du site, il y a en haut avertissement. La seule piste qui m'intéresse, et donc je n'agis pas du tout comme une scientifique parce que je n'en suis pas une. Moi, la seule piste qui m'intéresse, c'est la piste exotique, pour ne pas dire extraterrestre. C'est la seule piste qui m'intéresse. Si demain on me prouve que c'est l'armée qui fait ça, mais qu'on me le prouve, pas qu'on me le dise. Si on me prouve que demain c'est l'armée qui fait ça, mais alors je tourne le dos au phénomène, ça ne m'intéresse même plus. Non, le plus intéressant, c'est la piste exotique. Que ce soit des voyageurs temporels ou des voyageurs intergalactiques, qu'importe. Mais je trouve que c'est la plus belle aventure. Donc voilà, moi c'est cette piste-là que je poursuis. Maintenant, je ne veux mettre personne en erreur. Peut-être qu'il serait bien qu'il y ait un autre site aussi, Crop Circle, un site francophone, parce que le mien c'est un site amateur. Il est plutôt beau pour un site amateur, ton site, Anne. Oui, mais peut-être justement qu'il manque un autre point de vue. Alors, avis aux auditeurs. En parlant justement, Anne, de nouveaux sites internet, il y a le site de Lumière dans la nuit qui vient de paraître. Ah oui, oui, il est très très bien. Il est bien ce site. Oui, il est bien, puis surtout il va évoluer. Puisque là, c'est sûrement c'est la première ébauche. C'est la première mouture, n'est-ce pas, Joël Ménard? Oui, bonsoir. Bonsoir, Joël Ménard. Oui, c'est la première mouture. Bonsoir, Anne. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est une première mouture et il y aura des compléments dessus très rapidement et puis régulièrement, j'espère. Joël Ménard, donc un nouveau site internet qui fait suite évidemment au magazine Lumière dans la nuit. Le nouveau numéro de Lumière dans la nuit est en train de sortir. Oui, absolument.
Le 373 ? 373, c'est ça. Alors, avec Anne Moreau, nous parlions donc des crop circles à travers son très joli site culture-crop. On parlait aussi de ces zététiciens, si je peux utiliser ce terme, qui nous disent qu'on n'a jamais vu un crop circle dans un champ de maïs car ce serait trop dur à faire pour des êtres humains qui voudraient parodier les premiers crop circles. Et Anne nous disait qu'elle croyait que dans un de tes articles, on avait parlé d'un crop dans un champ de maïs. Ah, oui. Effectivement, il y a eu un... Et c'est pas très vieux. Oui, alors ça s'est passé à Fontaine-au-Pire, dans le Nord, dans le département du Nord, le 8 septembre 2003. Alors, c'est pas un crop d'une beauté stupéfiante. Il est pas mal, hein, j'en ferai peut-être pas autant, mais c'est pas comparable avec les admirables crops qu'on connaît depuis quelques années en Angleterre. Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison? Est-ce qu'on a vu une trace d'écrasement ou une trace de brûlure sur ces... Alors, bon, je vais essayer de décrire la chose, c'est relativement simple. Hein. C'est un disque de 14 mètres de diamètre, avec rien qui dépasse. Passant par le centre de ce disque, donc axé sur un diamètre, il y a un couloir qui fait, lui, 1,40 m de diamètre, hein, c'est-à-dire un couloir qui fait 1,40 m de large. Donc, vous imaginez un disque divisé en 3 zones. Un couloir passant par le centre, de 1,40 m de large, et puis la partie gauche et la partie droite, enfin les deux moitiés séparées par ce couloir. Dans le couloir, il est orienté sud-nord. Et les tiges de maïs sont couchées du sud vers le nord. Dans la, j'ose pas appeler ça une moitié, puisque c'est plus des moitiés de cercle, là, mais enfin bon, dans la partie est, les tiges sont couchées vers l'est, et dans la partie ouest, les tiges sont couchées vers l'ouest. Sans faire un dessin, je sais pas si mon explication est claire. Si, tout à fait. Bon, c'est pas du tout comparable aux admirables crops qu'on a trouvé en Angleterre depuis une dizaine d'années. Et notamment le dernier en date dont nous parlions avec Anne Moreau, celui qui fait penser évidemment sans ambiguïté à une abeille. Il est apparu quand celui-là, Anne? Le 25 juin. Le 25 juin. Ouais. Et celui-là, il est superbe. Joël Ménard, dans Lumière dans la nuit, est-ce que les crop circles reviennent souvent? Ah oui, c'est revenu assez souvent ces dernières années. Moi, j'ai surtout été étonné par deux choses. Hein. D'abord, par les crops de Shilbolton. Je ne sais pas si Anne en a parlé. Oui, bien sûr, oui. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Ça m'a bouleversé, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois pas très bien comment un groupe d'individus s'amusant dans un champ la nuit, même avec de très belles cordes et de très belles planches, je vois pas très bien comment ils pourraient dessiner un portrait tramé correctement agencé, en aplatissant non pas les points du portrait tramé, mais l'espace autour des points. Ça me paraît quand même un tout autre boulot. Vous pouvez toujours, avec un stylo et une feuille de papier, essayer de dessiner, de faire un dessin tramé. Ça donnera ce que ça donnera. Mais bon, si avec votre stylo, vous faites les points, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, un objet simple, un champignon, un chien, une table, je sais quoi, en faisant certains points plus gros que les autres, c'est pas difficile de faire un dessin tramé quand on dessine les points. Mais si vous dessinez, au contraire, tout sauf les points, c'est-à-dire si vous dessinez ce qui est à l'extérieur des points, et faire ça de nuit, d'emblée, avec des alignements corrects, enfin, plus que corrects, quoi, parfait, disons, hein, et puis finalement une image très nette qui s'en dégage. Alors là, si des gens peuvent faire ça, on a vraiment atteint... Oui, sans alerter les scientifiques du centre en plus. Sans alerter les scientifiques. Alors une réaction, Anne Moreau, par rapport à cet agroglyphe de Shilbolton dont vient de parler Joël Ménard. Oui, une réaction, ils sont très beaux. Maintenant, je crois que l'on n'a pas retrouvé d'anomalie sur les tiges. Il me semble que c'était l'élément manquant. Je ne me souviens pas avoir lu un rapport sur ces anomalies. Et pourtant, ils sont absolument incroyables, très difficiles à faire. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que
je commence à me demander si ceux qui fabriquent ces crop circles, par des moyens non conventionnels, sont-ils capables de créer de grosses anomalies sur les tiges? Sont-ils capables justement de... Est-ce qu'ils peuvent faire un crop circle sans qu'il y ait ces anomalies? Vous voyez? Oui. Ça deviendrait, c'est sûr, très embêtant. S'ils pouvaient faire tomber les blés sans qu'il y ait d'anomalies comme ça visibles sur les tiges, est-ce qu'ils pourraient en être capables? Mais là, on revient toujours à la même question, et je pense que Joël Ménard sera d'accord. À force de brouiller les pistes, personne ne va plus prendre au sérieux tous ces messages. Oui, c'est vrai que là, il y aurait... Oui, mais par contre, il y aurait quand même l'analyse de la Terre à faire. Oui, tout à fait, mais s'ils sont capables de ne pas laisser de traces, il n'y en aura pas sur la Terre non plus. Oui, c'est vrai que là, il y a quand même un problème de brouillage de pistes. Joël Ménard? Moi, j'ai bien aimé la phrase dans laquelle Anne disait qu'on n'avait pas retrouvé d'anomalie sur les tiges, dans le cas de Chilbolton. Ok, il n'y avait pas d'anomalie sur les tiges, mais alors, quelle énorme anomalie dans la propagation de l'information. Parce que si je me souviens bien, les médias, en France du moins, n'ont pas dit un mot sur la question. Alors, c'est extraordinaire parce que quelques mois avant, tous les médias avaient fait des gros titres sur une fausse nouvelle, totalement dépourvue d'intérêt, et en plus, aussi fausse qu'une nouvelle peut être fausse. À savoir la fermeture du BFSB. Alors, le BFSB, c'est un petit club local, et la prétendue fermeture de ce BFSB avait été présenté comme un événement sensationnel. Les Anglais cessaient de s'intéresser aux ovnis parce qu'il n'y a plus assez d'ovnis, alors que finalement le BFSB c'était non pas un organisme officiel comme les médias l'avaient annoncé, mais c'était un petit club local de rien du tout, et en plus il n'a pas fermé du tout. Et alors la nouvelle a fait le tour du monde, hein. C'est comme si demain à Kuala Lumpur, en première page du journal, il y avait marqué Alexandre a failli se casser la figure en rentrant dans les locaux d'ici et maintenant. C'est quelque chose d'aussi idiot que ça. C'était faux, ça a été claironné à une échelle monstrueuse. Il n'y a eu aucun démenti de publié. Et puis, quelques mois plus tard, il y a les formidables crops de Chilbolton, et alors là, silence. Oui, on a essayé de faire croire que l'Angleterre ne s'intéressait plus aux crops, alors qu'on sait que même au sein... Pas aux crops, c'était des ovnis, là. Oui, aux ovnis. Alors qu'on sait qu'à la Chambre des Lords, des questions sont posées sur le sujet par un lord dont j'ai oublié le nom, mais qui lui s'intéressait de très très près au phénomène et qui n'hésitait pas à en parler en séance. Oui, mais je crois que c'était... Je vais peut-être me tromper, ça, mais je crois qu'il s'appelait Clancarty. En tout cas, une nouvelle fausse, débile, totalement insignifiante. Est-ce que tu trouverais ça normal de voir demain, en première page d'un très grand quotidien français, le club de joueurs de boules de Jonzac est secoué par une grave crise interne? Ça serait étonnant. Or là, c'était vraiment ça. Et cette nouvelle idiote, débile et par-dessus le marché, totalement fausse. Le responsable du BFSB s'est expliqué là-dessus très clairement dans le UFO Magazine anglais. La nouvelle était fausse, elle était dérisoire, absurde, de surcroît fausse, elle a fait le tour du monde. Et quand il y a eu les crops de Chilbolton, quel est le journal français qui en a parlé? Quelle est la télé qui en a parlé? Il n'y en a pas eu. Alors moi je comprends pas. Alors il n'y a pas d'anomalie sur les tiges, comme disait Anne, mais il y a des anomalies ailleurs. Hein. Oui. Tout à fait. Lumière dans la nuit, pour y revenir, Joël, c'est un magazine qui sort de grands noms. Gildas Bourdet, entre autres, a écrit quelques articles. Tu pourrais nous citer d'autres personnes qui interviennent dans ton magazine? Bien sûr. Alors, veux-tu que je te dise qui est intervenu dans le 373? Avec grand plaisir. Alors, puisque tu me parlais de Gildas Bourdet, il nous a fait un article dans ce 373 sur la récente affaire mexicaine. Ça s'est passé le 5 mars 2004, en fin d'après-midi, vers 16h et des poussières. Il y a un avion de la force aérienne mexicaine qui est un Swearingen Metro, équipé pour faire, je dirais pas la chasse aux trafiquants, parce que
les trafiquants ils s'en sortent très bien, tout le monde le sait. Enfin, pour essayer d'endiguer un petit peu les trafics qui passent par voie maritime au large des côtes mexicaines. Il faut préciser, surtout pour les gens qui ont un petit peu en tête la carte du Mexique, ça se passe sur la côte ouest du Yucatan. Dans la partie sud-ouest du Mexique, il y a cette grosse presqu'île en forme de marchepied, et c'est sur la côte ouest de cette presqu'île. Alors, l'avion en question est équipé d'un FLIR, c'est-à-dire d'un système qui prend des images infrarouges, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme de la photo, mais au lieu que le système capte des photons optiques, il travaille dans l'infrarouge. Et l'avion est aussi équipé d'un radar, et au début de l'observation, l'équipage de cet avion a obtenu des écho-radars correspondant à rien d'identifié, et simultanément des images sur le FLIR qui montrent des taches qui sont blanches sur les images infrarouges, qui traduisent la présence de sources de chaleur. Parce que 11 à 13 taches, c'est ça? Je ne me rappelle plus. 11 taches? Oui, je crois que le maximum, je sais plus si c'est 11 ou 14. D'accord. Mais la plupart du temps, il y en a un peu moins que ça. Sur beaucoup d'images, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, il faut quand même peut-être dire, pour les gens qui savent pas très bien ce que c'est, qu'en infrarouge, on capte des sources de chaleur. Les corps froids sont invisibles, et les puissantes sources de chaleur, elles, donnent des images. Ça ressemble un peu à des photos normales. Par exemple, ce jour-là, il y avait des beaux nuages, et on voit les nuages, parce que les nuages reflètent la lumière du soleil, et on voit sur les images FLIR, sur certaines d'entre elles du moins, les nuages, un petit peu comme une photo de nuages ordinaires, et en plus, on voit ces sources très fortes, qui apparaissent blanches sur la plupart des photos. Et donc ce sont des sources de chaleur, et l'équipage de l'avion qui avait ça à la fois sur le radar et avec le FLIR a pas compris de quoi il s'agissait. L'enregistrement des images a duré, je vous dis ça grosso modo, à peu près 3/4 d'heure. Maintenant, il y a une explication qui a été proposée, je ne sais pas s'il faut dire proposée ou imposée, oui. Disant qu'il s'agissait de torchères. Parce que, comme par hasard, tout se passe jamais de façon idéale en ufologie. Dans cette région du golfe du Mexique, il y a de nombreuses plateformes de forage pétrolier, et ces plateformes brûlent une fraction de ce qu'elles recueillent, qui n'est pas utilisable industriellement. Mais alors quand même, Joël, je t'arrête là, mais des pilotes de l'armée qui sont chargés de lutter contre la drogue, qui ont reconnu le terrain avant de passer, comment ne pouvaient-ils pas être au courant du fait qu'il y avait des torchères et s'en étonner? Moi, c'est la question que je me suis posée. Quand j'en ai parlé avec Gilda, ça doit être la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai du mal à croire que ces gens qui devaient quand même connaître la zone, on peut le supposer, qui devaient connaître le matériel qu'ils utilisaient aussi, comment peuvent-ils ne pas avoir pensé à cette explication? Alors, il y a un autre détail qui me frappe, c'est que sous les images du FLIR, il y a un certain nombre d'indications très faciles à déchiffrer. Il y a par exemple l'azimut dans lequel les images ont été prises. Alors bien évidemment, c'est pas l'azimut par rapport au nord, c'est l'azimut par rapport à l'axe de l'avion. Et puis il y a une autre indication, EL. EL, ça veut dire élévation, c'est-à-dire hauteur au-dessus de l'horizon. Or, l'élévation en question, elle est positive. Elle est pas gigantesque, elle est de quelques degrés, mais elle est positive. Donc, ça veut clairement dire que les sources de chaleur en question se trouvaient au-dessus de l'horizon. Si il s'agissait des torchères, étant donné que la distance entre l'avion et les torchères est considérable, c'est de l'ordre de, grosso modo, une centaine de kilomètres, même si la torchère est à
à 25 mètres, admettons, je dis n'importe quoi, je suis jamais sur une plateforme pétrolière, même si la flamme d'une torchère est à 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres, j'en sais rien, au-dessus du niveau de la mer, vu par un avion qui lui vole à 3000 mètres ou quelque chose comme ça, la flamme de la torchère, elle doit être vue sur le fond, avec en arrière-plan l'océan et non pas le ciel. On en saura plus en lisant cet article. Vous en saurez plus en lisant la suite. Ah. Parce que pour avoir la réponse à tout ça, il faudra avoir les résultats d'un vol de contrôle que les militaires mexicains doivent faire, et pour l'instant on attend les résultats de ce vol de contrôle qui bizarrement tarde à venir. Ce qu'on peut imaginer en tout cas, c'est que les autorités mexicaines ou regrettent d'avoir communiqué sur le sujet, ou sinon on leur a dit de calmer le jeu en proposant pourquoi pas les torchères. À mon avis, elles n'ont pas de regret à avoir, parce qu'elles ont été transparentes, elles ont été franches, sincères et spontanées. J'ai pas l'impression que ce soit un crime. Moi, c'est la franchise, la spontanéité, c'est plutôt les choses que j'aime. Surtout quand ça vient de la part des autorités. On aimerait bien que ce soit le cas partout. Là, on a des messieurs très sérieux avec des belles casquettes, avec des beaux galons, qui ont dit très franchement, on a un problème, on sait pas ce que c'est. Et ils ont rien à regretter. Quelle que puisse être la réponse ultime, si un jour il en vient une, moi j'estime que ces messieurs ont bien fait, en tout cas ils ont toute ma sympathie, d'avoir communiqué leur étonnement. C'est parfaitement naturel. Ce qui serait pas naturel et ce qui serait suspect, ce serait de faire de la dissimulation. Il me semble. Anne, tu es toujours avec nous. Oui. Évidemment, tu interviens lorsque tu le souhaites. Donc ça, c'est un article qu'on peut trouver dans le nouveau numéro de Lumière dans la nuit, un article écrit par Gildas Bourdet. On en saura plus prochainement. Joël, quelles sont les autres signatures On en saura plus, j'espère. Oui, quand le test pour l'instant, il n'y a aucune certitude. Hein. Oh bah, ça va être fait, obligatoirement. Parce qu'il y a des gens qui ont réagi très, très violemment en disant « Comment ? C'est une honte. Les autorités communiquent des informations aux ufologues avant d'en parler aux scientifiques. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, il se pourrait très bien qu'il y ait un blocage. Hein. Ce ne serait pas la première fois. Mais si les scientifiques prenaient le sujet au sérieux, ils seraient les premiers avertis, évidemment. S'ils veulent prendre le sujet au sérieux, ils seront les bienvenus. Bah oui. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. Nous retrouvons dans quelques instants Anne Moreau et Joël Ménard. Radio Ici et Maintenant, 95.2. J'arrête quand je veux. Alors, puisqu'on parlait de Crop Circle, il y a un article de Jean-Pierre Tenvin qui est un compte-rendu de lecture en fait, c'est la première partie d'un article de Jean-Pierre Tenvin qui est un compte-rendu de lecture sur 2 livres sur les Crop Circle qui sont des livres allemands. Dans ce numéro 373, Jean-Pierre Tenvin nous parle du livre de Eisemann, et dans le numéro suivant, il nous parlera du livre de Andreas Müller. Ces livres sont traduits en français ? Ah, ça, il faut demander à Anne. Andreas Müller, oui. Oui, les deux. Les deux ? Ils sont disponibles tous les deux depuis 2003. J'en fais l'écho sur... il y a toutes les coordonnées sur la page d'entrée du site Crop Circle. On peut trouver leurs jaquettes. Andreas Müller, c'est le spécialiste allemand. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce que ces livres apportent à ces histoires de Crop Circle ? Je vais demander ça à Anne Moreau. Alors, j'ai survolé Eisemann et j'ai lu Andreas Müller, que je me trompe pas, parce qu'il y en a tellement. En fait, souvent, il récapitule un petit peu le phénomène. Il tente d'expliquer au commun des mortels des anomalies constatées. Et chacun se spécialise. Andreas Müller, c'est plutôt sur la géométrie, je crois. Oui, d'une manière générale. On peut peut-être le dire. Jean-Pierre Tenvin a nettement préféré le livre d'Andreas Müller à celui qui recommande néanmoins de Eisemann. Mais en fait, on peut être légèrement incorrect sur les bords. Oui. Bon, Jean-Pierre Tenvin recommande le livre de Eisemann principalement pour les illustrations. J'espère que Eisemann ne nous écoute pas. Mais ça a le mérite d'être clair. Si c'est ce qui vaut, autant le dire. Ça a l'immense défaut d'être franc et clair. Ouais. Alors, en ce qui concerne la géométrie, il y a un point qui, moi, m'a frappé. C'est la trouvaille qui a été faite par un chercheur anglais
Concernant la source, alors ça je sais pas s'il en est question dans le livre d'Andreas Müller, je ne l'ai pas. Il y a un chercheur anglais qui a fait une petite découverte que Anne doit connaître. Il a trouvé un très beau bouquin, très simple, c'est un livre de dessin géométrique. Ah oui, oui. C'est un livre qui a été écrit par un Américain qui s'appelle John Wilson. Wilson avec 2 L, hein, je précise parce que Wilson c'est rarement avec 2 L. Comment Anne Moreau? Excusez-moi Joël, je voulais pas vous couper, mais oui? je voulais juste dire qu'il y avait une histoire formidable avec ce livre. Ouais. Ah oui. Alors ce Wilson avec 2 L a fait un bouquin très simple, composé essentiellement de dessins géométriques. C'est mosaïque assez étonnant. Oui, ça s'appelle Mosaic and Tessellated Patterns. Ouais. J'ai donné des références dans un numéro précédent. Et alors, ce livre, je ne sais pas s'il y a l'équivalent de ça en France. Et Joël, vous savez qui l'a découvert ce livre? Oui, bien sûr. Oui. Bah non, pas moi. Enfin, qui l'a découvert, qui l'a ressorti du placard. William, qui prend les photos des crop circles. Oui. Avait découvert un vieux livre comme ça, donc parce que maintenant il a été réédité dans une vieille bibliothèque. Et il avait été étonné de voir que 3 crop circles de l'année 2000 étaient présents sur une même page. Il me semble, je dis ça de mémoire, il me semble qu'il y en a un petit peu plus que 3. Oui, oui, oui. En tout cas, il y a très nettement des crops anglais qui sont fortement inspirés par les... Alors il faut quand même dire ce qu'est ce bouquin. Hein. C'est un bouquin que moi je recommanderais à tous les parents pour qu'ils achètent ça à leurs enfants. Ce qui ne veut pas dire que les enfants fonceront tous dans cette direction-là, mais c'est bien dommage. C'est un livre qui montre les splendeurs qu'on peut faire avec une règle, un compas et puis du papier. Alors, c'est des dessins qui sont un petit peu dans l'esprit, un petit peu et même beaucoup, dans l'esprit des peintures de Vasarely. Ce livre de Wilson, c'est du Vasarely en noir et blanc. Ça vous montre toutes les choses stupéfiantes que vous pouvez faire avec une règle et un compas. Et peut-être il faut être anglais ou américain pour s'intéresser à ces choses-là. De toute manière, il y a beaucoup de ces dessins qui sont vraiment frappants. Malheureusement, c'est pas très radiophonique. Hein. Je peux pas décrire ces dessins à la radio. Et il est clair qu'un certain nombre de crops de ces dernières années sont, sauf si c'est le hasard qui est intervenu, ont été inspirés par les dessins qu'on trouve dans le livre de Wilson. Quand est-ce que ce livre a été écrit pour la première fois? Alors, l'édition américaine, alors ça, je peux te le dire, Alex, mais il faut que tu me laisses chercher. Je te laisse chercher. Pendant ce temps-là, je voudrais demander à Anne... Attends, parce qu'il me faut un certain temps pour trouver. Oui, mais c'est pas grave, cherche. Il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais demander à Anne l'histoire de ce livre qu'elle voulait nous conter tout à l'heure. Oui, alors, c'est William qui m'a raconté ça. Je connais pas le nom du chercheur anglais. Oui, c'était un chercheur anglais dans les crop circles. Donc, il était dans le grand crop circle dipôle, celui qui ressemble à la limaille de fer. Et quelqu'un est venu vers lui avec une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait un courrier de William. Et William, dans ce courrier, donc, il y avait une photocopie de l'une des pages de ce livre. Et avec un petit mot qui disait, comme c'est incroyable, voici... j'ai trouvé ces figures dans un livre, et il y avait justement un crop circle qui s'était produit, qu'on appelle nous la dynamo. En fait, pour résumer, parce que là je complique les choses, normalement le chercheur qui se trouvait dans ce crop circle avait en instantané une information sur le crop circle qui était déjà paru dans un livre qui datait de, est-ce que je dis la date? Joël, c'est à vous. C'est un vieux livre qui date de 1900... Alors, moi, je suis sur le point de trouver... Oui. Mais alors, est-ce que ça ne va pas dans le sens de ceux qui disent que les crop circles sont des œuvres humaines? Non, ça va pas dans ce sens-là, parce que un rond, c'est un rond. Voilà, c'est pas l'humain qui a inventé... Mais on peut pas se dire qu'ils ont regardé une page du livre et qu'ils se sont dit cette année, on va reproduire cette page-là? Non, je dis ça parce que moi je vous entends, je découvre une information, l'esprit critique fonctionne et je me dis tiens, ils se sont dit cette année-là ils vont se faire cette page. C'est vrai que il y en a tellement qui semblent inspirés de
de ce livre. Mais qu'est-ce qui a inspiré ce livre? Il faudrait aussi savoir, c'est la géométrie toute simple, basique. Vous voyez? Oui, et j'ai entendu un cri de Joël derrière. Oui, j'ai trouvé. Oui, Joël, de quand date-t-il? Alors, le livre, c'est un livre américain à l'origine, mais qui a été réédité en Angleterre. Ce livre est paru aux États-Unis en 83, autrement dit il y a 21 ans. Il s'appelle Mosaic and Tessellated Patterns. Tessellated, c'est un terme en anglais qui n'est pas très courant. T-E-2-S-E, 2-L-A-T-E-D. Alors l'auteur s'appelle John Wilson. Il a d'abord été édité par Dover Publications. Là j'ai l'adresse, vous voulez l'adresse? Non, je pense qu'avec le titre on pourra se le procurer sur internet. Je ne sais pas si c'est facile. Il a ensuite été édité au Canada par General Publishing Company, 30 Les Mills Road, Don Mills, Toronto, Ontario. Et puis, troisièmement, en Grande-Bretagne, par Constable. Et là, nous venons d'apprendre une information de Anne qui nous dit qu'on peut le trouver sur Amazon, c'est bien ça? Oui. D'accord, donc tout va bien, très facile à commander. Ah, Alex. Oui, Joël. J'ai là un petit tableau qui est pas si petit que ça d'ailleurs, que j'avais fait dans le numéro 369 de LDLN, et qui donne la liste de 8 crops assez manifestement inspirés des très beaux dessins de John Wilson. Alors je sais pas si c'est des circle makers comme vous et moi, ou si c'est des extraterrestres, mais en tout cas c'est des gens qui savent lire et qui savent commenter sur Amazon. Qui savent pomper dans un bouquin les jolis dessins. Dis-moi Joël, justement numéro 369, là on est 373, comment peut-on se procurer les anciens numéros de Lumière dans la nuit? C'est possible ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais élargir même ma question. Lumière dans la nuit. Bon, le site de Anne Moreau, culture-crop.com, c'est facile quand on a Internet. Mais pour Lumière dans la nuit, on fait comment? Alors, pour Lumière dans la nuit, la meilleure des choses, c'est la solution la plus classique, c'est d'écrire Lumière dans la nuit, BP 3, 86 800, Saint-Julien-Lard, L''ARS. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et alors, pour les gens à qui le courrier ne suffit pas et qui veulent Internet, il y a depuis 3 semaines un site qui est www.ldln.net. Mais enfin, la poste, ça existe encore et c'est à la portée de tout le monde. Je vous dis ça parce que moi, je ne sais pas encore me servir d'Internet, ça va venir. On en parlait avec Anne pendant que tu cherchais des informations. On parlait de ton classement papier. Oui, j'aime mieux ce qui tombe pas en panne et ce qui est simple. J'ai tort, bien entendu, on est d'accord là-dessus. J'ai tout à fait tort. Il vaut mieux des choses chères et fragiles. C'est infiniment préférable. Mais moi, je préfère les solutions antiques. Joël, quels sont les autres thèmes traités dans ce dernier Lumière dans la nuit? En fait, les auditeurs l'auront compris. Nous essayons de faire un tour d'horizon de l'actualité ufologique à travers Lumière dans la nuit. Alors, d'accord, avec plaisir. Alors, il y a... Outre les 2 articles que j'ai signalés, là, de Gilda Bourdet et de Jean-Pierre Tenvin, il y a un article de Jean Grellet dont le titre est « Les documents, rien que les documents ». Le Jean-Gabriel Grellet qui vient de sortir son livre, donc. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Jean Grellet, en fait, cet article est une illustration de son livre et aussi une illustration de sa position qui est très intéressante. Bon, il nous parle d'un certain nombre de documents officiels dont l'existence est connue depuis longtemps, mais surtout, il nous présente sa lecture de ces textes. Bon, des choses comme JANAP 146 DEF ou AFR 200-2, et puis combien d'autres encore, on les connaît depuis pas mal d'années. Mais je crois que le mérite de Grellet, c'est de nous expliquer tout ce que ça implique, tout ce qu'il y a à lire entre les lignes, et qui est carrément monstrueux, dans ces textes officiels. Oui, car on l'a bien compris, Joël, et je parle aussi pour Anne Moreau, les informations sont là, il suffit de savoir où les chercher et comment les lire. Alors, après ça, il y a un article de Wenche Sledbach. Wenche Sledbach, c'est une Norvégienne qui nous a présenté des témoignages norvégiens dans le numéro précédent. Et là, elle nous raconte
l'observation faite par une amie à elle en Équateur. Pas du tout en Norvège, au contraire, en Équateur. Alors il s'agit d'un triangle, non pas un triangle formé par ses côtés, mais formé par ses sommets. C'est trois boules de lumière disposées au sommet d'un triangle isocèle assez plat, qui ont été vues la nuit dans la forêt vierge. Et c'est amusant parce qu'il y a l'article se termine par une remarque d'un Équatorien qui disait à la personne qui voyait ça, qui avait vu ça quelques heures plus tôt, que c'était pas rare du tout là-bas. Parce que la dame, Madame Ringheim, qui a vu ça, était tout à fait étonnée. Et le lendemain matin, elle en a parlé aux Équatoriens. Et elle leur a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu des lampadaires. Il y a des lampadaires dans la forêt vierge. Alors, les Équatoriens ont rigolé. Et ils ont dit, non, c'est pas des lampadaires. C'est autre chose. Mais nous, on a l'habitude. Après ça, tu veux que je continue à te dire oui, un peu. Je voulais justement te demander s'il y avait des enquêtes sur des témoignages. Alors, justement, juste après cette histoire magnifique en Équateur, il y a un témoignage vraiment étrange sur l'apparition de 5 personnages dans un verger. J'allais dire en région parisienne, pas tout à fait, mais enfin c'est dans le sud du 91. Autrement dit, c'est pas loin de Paris, mais c'était en 1946. Une dame que Michel Rebray a longuement interrogée, était en train de ramasser des pommes dans un verger en 46, et elle s'est trouvée nez à nez avec 5 personnages qui avaient des têtes humaines et des corps de singes. Enfin, des corps qu'elle a, du moins, des corps qu'elle a comparés à des corps de singes, plus précisément. Le problème dans une observation comme ça, c'est qu'elle n'a pas duré très longtemps. Cette dame a évidemment été effrayée parce que, bien que ces 5 personnages aient eu des allures plutôt sympathiques, ils n'étaient pas menaçants du tout, ils n'étaient pas non plus affreux, mais elle a été frappée de stupeur parce qu'elle s'attendait pas du tout à ça, évidemment. Au départ, elle était penchée puisqu'elle ramassait des pommes. Quand on ramasse des pommes, on regarde par terre et ça lui faisait un peu mal dans le dos. Elle s'est redressée et sous un pommier à quelques mètres d'elle, je ne sais plus exactement, mais ça doit être de l'ordre de 4-5 mètres, elle s'est trouvée brusquement face à face avec ces 5 personnages. Alors sa réaction, ça n'a pas été de noter tous les détails accessibles. Sa réaction, ça a été d'hurler et de courir. Donc elle s'est précipitée vers une maison qui était tout près de là. 2 personnes sont aussitôt accourues, mais les 5 personnages avaient disparu. Mais alors, Joël Ménard, quel est l'intérêt pour Lumière dans la nuit de relater un tel témoignage où, déjà c'était il y a presque 60 ans, où cette personne a vu ces personnages avec des corps de singes, des visages d'humains. En quoi est-ce que cela fait, selon toi, avancer les choses et que peut-on déduire d'une telle rencontre à part... Alors là, il faut être clair. Oui. Moi, je pense que ça fait avancer les choses. Parce que, mais il faudrait un petit peu de temps pour expliquer comment ça marche. En fait, ça ne fait qu'ajouter un cas à une longue liste de cas plus ou moins semblables à celui-là. En France, on connaît environ 350 observations avec des personnages. Dans le cas en question, là, il n'y a pas d'ovni, mais peu importe. On se doute que si ces personnages avaient des corps de singes et des têtes d'hommes, et puis qu'ils ont disparu quasiment instantanément, on se doute qu'ils n'étaient pas arrivés là en vélo. Il y a à peu près 350 cas comme ça en France. Puis, je ne vous raconte pas combien il y en a dans les autres pays. Et sur ces 350 cas, il y en a environ 140, disons, entre 140 et 150, qui sont correctement documentés. Sur les autres, c'est-à-dire à peu près les 2 autres tiers, il y a des lacunes dans l'information. Soit parce que les conditions d'observation étaient mauvaises, soit parce que les témoins sont décédés, il y a des lacunes dans la doc. Mais sur environ 140 cas, il y a une documentation assez solide et les choses ont l'air de tenir la route.
Le meilleur de tous les cas étant évidemment celui de Valençol. Aujourd'hui, les gens l'ignorent joyeusement. Les gens qui ont 25 ans ou 30 ans aujourd'hui, connaissent-ils Valençol? J'en doute profondément. Et ils connaissent pas Valençol, mais ils connaissent pas non plus Carouble, Mourieras, ni tous les autres. Mais qu'est-ce qui donne l'intérêt à cet article précisément? Cette personne déjà qui choisit de témoigner près d'une 60aine d'années après, ces corps de singes avec des visages d'humains, qu'est-ce qui fait que l'éditorialiste que tu es, qui met en forme ce magazine, va mettre ce témoignage en avant? Alors écoute, là je vais décevoir beaucoup de gens, mais tant pis, je vais être franc. Hein. Excuse-moi, je sais pas faire autrement. Moi je pense que peu importe la date d'un événement, je pense que ce que nous faisons, c'est collecter les informations à la source, chaque fois que c'est possible, et les mettre à la disposition de qui ça intéresse. Alors, tout ça peut très bien se présenter en vrac. Moi, je suis confronté au problème quand je fais la revue. Là, je suis en train de faire la suivante. Ce problème-là, je l'affrontais hier. Je me dis que finalement, une histoire d'avenir vaut une autre, qu'il n'y en a pas ou peu d'événements qui nous fournissent les clés. Nous ne faisons que accumuler. On est dans la situation de quelqu'un qui construit un mur, si tu veux. Hein. Il prend des briques et puis il les met les unes sur les autres. Bon, nous, on construit une espèce de gigantesque pyramide dont les briques sont des observations d'OVNI, oui. Alors, elles se valent toutes, sauf qu'il y en a qui sont plus riches en informations que d'autres, bien entendu. Hein. Mais au niveau de la crédibilité, au niveau de ce que ça nous apprend sur le fond des choses, ce cas-là ou un autre, peu importe. Bon, il se trouve que les gens sont légitimement intéressés par les témoignages qui comportent des descriptions de personnages. Mais en fait, ce cas-là ou un autre, tout ça c'est la même chose. On les empile, on les rassemble. Oui. Alors, très souvent, j'ai entendu une critique, parce que ça, des critiques, c'est facile d'en entendre. Hein. Très souvent, j'ai entendu dire que les ufologues en général, accumulent des faits comme ça, et puis ça va nulle part, il y en a de plus en plus, et puis finalement ça débouche sur rien. C'est faux, c'est parfaitement faux. Il est normal que ce point de vue-là soit mis en avant par des gens qui se gardent bien de mettre la main à la pâte. Mais quand on met vraiment la main à la pâte, quand on va au fond des choses, quand on ne se contente pas de déplorer l'accumulation, mais quand on regarde le matériau accumulé, on voit qu'il s'en dégage un certain nombre d'informations assez claires. Par exemple, de toutes ces informations juxtaposées, il se dégage nettement l'idée que le phénomène frappe des témoins isolés, soit une personne seule, soit un tout petit groupe de personnes. Il se dégage également l'idée que le phénomène ne laisse jamais de preuves qui soient de nature à convaincre tout le monde définitivement, clairement et une fois pour toutes. Le phénomène ne fait pas ça. C'est pas à ça qu'on a affaire. On a affaire à quelque chose qui se manifeste de manière un peu sournoise vis-à-vis de personnes isolées et qui donc seront rarement prises au sérieux parce qu'elles vont raconter quelque chose d'incroyable et elles n'auront pas de preuves. Elles n'auront pas de preuves matérielles et elles auront peu de témoins qui viendront appuyer leur propre récit. Et puis, d'autre part, il y a le fait que si on connaît maintenant un nombre d'observations qui a un nombre à 6 chiffres, on connaît un nombre de bonnes photos qui a un nombre à un seul chiffre. C'est quand même tout à fait anormal. Et ça, pour s'en rendre compte, il faut lire l'immensité de la littérature ufologique. Anne Moreau, oui. Tu as l'impression avec Culture Crop de faire la même chose que Joël Ménard, d'accumuler Oui, en quelque sorte. Hein. C'est sûrement un travail nécessaire, qui n'est pas forcément gratifiant parfois, mais intéressant. On est forcément intéressé par ce que l'on fait, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression de ne faire qu'accumuler. Maintenant, comme disait Joël, quand on aura la clé, peut-être que tout ça pourra être compris. On pourra peut-être savoir à quoi sert le mur.
Bah, moi, je te parie qu'on n'aura jamais la clé. Mais c'est pas grave, au moins on a vu qu'il y avait une serrure. Même dans 2000 ans, Joël? Je sais pas, moi je veux pas faire de pronostics, j'en sais rien. Et puis dans 2000 ans, je serai plus très jeune. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à un mystère, à quelque chose qui joue avec nos nerfs, qui se planque, qui se déguise, qui se manifeste de façon parfaitement énigmatique et sournoise. Je connais pas un cas dans lequel le phénomène ovni est communiqué avec des hommes, est transmis une information claire, vérifiable, utilisable. C'est même pas la peine de mettre ces 3 adjectifs. Il n'y a pas eu une seule fois une information claire, pas une seule fois une information vérifiable, ni utilisable. Alors je vais essayer de retourner ce que tu viens de dire, en imaginant que pas une seule fois l'esprit humain n'a été capable de faire passer un message qui lui avait été transmis, de par son évolution, qu'on va dire encore primitive. Moi, je crois pas qu'il faille reprocher aux gens une incapacité quelconque dans ce domaine. Non, mais aux gens, je veux dire, notre cerveau, nous n'utilisons pas au maximum de ses capacités, et peut-être que ces messages que ces personnes possèdent ne peuvent pas encore être divulgués parce que tout simplement, ils n'y pensent plus, ils n'ont pas encore la faculté de trouver les mots pour les faire passer, ils ne savent pas qu'ils les ont. Ben, je sais pas s'il s'agit de messages... Peut-être, mais c'est pas vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Peut-être je comprends rien à la situation, hein. Ça c'est parfaitement possible, et j'aurais pas honte d'ailleurs. Mais ce qui me frappe, c'est l'absurdité de toutes les histoires d'OVNI. Si tu lis 10 000 observations d'OVNI, tu auras bien raison, hein. Il vaut mieux les lire que de les laisser de côté. Tu t'apercevras qu'il y a toujours soit un grand flou sur les données, parce que la chose a été vue de loin, ça a été bref, puis on ne sait pas très bien. Soit, quand ça a été vu de près, et quand les données sont assez abondantes, une absurdité gigantesque. Là, je vous parlais de cette histoire de singes dans un verger, dans l'Essonne, à l'époque c'était la Seine-et-Oise. Mais là on est dans le film de série B. C'est vraiment le film de série B, quoi. C'est idiot. Il y a une dame qui ramasse des pommes, elle se trouve nez à nez avec 5 singes à tête humaine, qui la regardent gentiment. Elle hurle, elle va prévenir des gens, les gens accourent, il n'y a plus personne, c'est idiot, ça tient pas debout. Dans toutes les histoires d'OVNI, dans toutes les observations d'OVNI, il y a sauf quelques exceptions, hein. Disons que dans l'histoire de l'Airbus Nice-Londres du 28 janvier 1994, là il y a rien d'absurde. Il y a au contraire quelque chose de probant. Bon, il existe un petit nombre de cas qui sont probants, mais qui restent ignorés, hein, parce que ces cas sont clairement probants, mais attention, on fait comme si ça n'existait pas. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça, hein. Le pilote de l'Airbus en question, monsieur... Sois gentil, rappelle-moi son nom s'il te plaît. Duboc ? Duboc, oui. Moi je l'ai vu témoigner à la télé, de la manière la plus claire et la plus nette. Ça n'a pas beaucoup modifié la situation. Ça devrait quand même. Eh ben, ça n'a pas eu l'impact que ça devrait logiquement avoir quand on sait que la chose fantastique que l'équipage de l'Airbus a vue a été simultanément repéré par le radar de Taverny, qui a même pu dessiner la trajectoire du truc, trajectoire qu'on trouve dans le récent livre de Jean-Jacques Velasco. Bon, un cas comme ça, et puis il y en a eu d'autres, ça devrait bouleverser la situation. Ben non, ça ne la bouleverse pas. C'est des preuves, mais c'est des preuves que personne ne veut regarder. Effectivement, et pourtant les choses évoluent, on dirait que même les observations changent. Alors je reviens à ce que je disais avec Anne Moreau au début de cette intervention, qui nous parlait de la formation de ce crop circle, cet agroglyphe pour ceux qui préfèrent, en forme d'abeille, oui, Anne Moreau. Ouais. Et cette formation a été vue par William Betts, qui lui était dans un autre endroit. Voilà, en train de faire des photos. En train de faire des photos, et il a vu ce qu'on va appeler une sphère. Non, il a vu ce qui ressemblait à 2 nuages en forme de cône, en forme de petite tornade. 2 nuages légèrement orangés. Enfin, ça lui a paru tout à fait anormal. Et c'est très dur à reproduire. Oui, hein. à reproduire. Et lui, donc, il a vu en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la formation de ce crop circle. En fait, il s'est rendu sous le crop circle. Mm-hmm. Il s'est rendu sous les nuages, sous ces...
à l'entassement où se trouvaient ces nuages, et il s'est retrouvé donc en face de l'abeille, du crop circle en forme d'abeille. Et donc là, on n'a plus un cercle, on a réellement une figure qui fait penser directement à un insecte ailé. Donc là, c'est plus clair, c'est vrai. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que j'en reviens justement par ce témoignage, Anne, à ce que nous disions avec Joël Ménard il n'y a pas très longtemps au téléphone. C'est que les observations divergent d'une personne à une autre. Si elles sont placées au même endroit, il y en a une qui verra et l'autre qui ne verra pas. Tu parles pour les observations d'OVNI ? Tout à fait. Oui. Joël Ménard ? Oui. Est-ce que je peux faire une petite remarque avant de répondre à bien sûr, ce que bien tu sûr. me dis là ? Anne et moi, nous avons un ami commun qui s'appelle Jacques Garnier. Et Jacques m'a dit l'autre jour au téléphone à propos de ce crop abeille que la route qui passe à côté, si j'ai bien compris... Oui, c'est Honest Street. Honest Street. Ouais, qui veut dire la route du miel. Ouais. Oui, tout à fait. La route du miel et un crop en forme d'abeille. Ouais. Bon, mais pour en revenir à ce que tu me disais là... Ce dont nous avions parlé déjà hors antenne tous les deux quand tu étais passé, même au téléphone, c'est que les observations maintenant, on a l'impression qu'elles se dirigent vers des personnes bien précises et non pas vers un groupe de personnes. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me redire ce que tu avais dit hors antenne ? Bon, je vais te citer un exemple. Je vais vous citer un exemple qui est récent puisque ça date du mois d'avril. Un soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur que je connais bien et qui est parfaitement sérieux. Il était environ 9h30 du soir. Il me demande si je pouvais sortir de chez moi et regarder la grosse planète qui était visible vers l'ouest-nord-ouest. Alors, je bondis sur la pelouse et alors le ciel était parfaitement dégagé. Et je vois effectivement une planète. Je dis une planète parce que ça scintillait pas, donc c'était pas une étoile, c'était une planète. Mes connaissances en astronomie se limitent à ça, je dois dire. Mais bon, j'ai vu que c'était une planète, j'ai appris depuis que c'était Vénus, je crois. Et alors, moi je vois donc Vénus, et puis rien d'autre. Et mon ami, ainsi que la dame qui était présente à ses côtés et que j'ai eu au téléphone, voyaient quelque chose de complètement ahurissant. Ils voyaient une forme, grosso modo comme un quart de cercle épais, d'aspect brumeux, nuageux, un peu flou sur les bords, faiblement lumineux. Ils voyaient ça tourner autour de Vénus. C'est très bien que tu me poses cette question parce que il y a un instant, je te parlais de l'aspect absurde de la quasi-totalité, oui, de la totalité même, je dirais, des observations d'OVNI quand il s'agit d'observations détaillées. Là, quoi de plus idiot qu'une forme géométrique qui tourne autour de Vénus ? Nous allons passer pour des imbéciles. Or, nous passons déjà pour des imbéciles. Quand nous présentons des observations parfaitement bien attestées, avec des traces qui constituent des embryons de preuves scientifiques. Je pense à Trans-en-Provence, où je repense à cet Airbus du 28 janvier 94, dont on ne parlera jamais assez. Quand nous présentons des cas comme ça, ou le Mirage 4 du 7 mars 77, ou le RB47H, ou bien le cas de Los Angeles, et bon, toute la kyrielle des observations très solides, il n'y a aucun effet. On ne nous écoute pas, on continue à se moquer de nous, à nous demander ce que les témoins avaient bu et autres questions aussi intelligentes. Ça ne fait absolument pas bouger la situation. Le témoignage de Monsieur Duboc, qui est à mon avis stupéfiant, foudroyant, il a à peu près les mêmes effets que s'il n'existait pas du tout, ce témoignage. C'est quand même bizarre. Or là, le phénomène, moi je raisonne peut-être à tort, comme il existait un phénomène qui produit diverses manifestations. En fait, je ne sais pas s'il faut parler de ça au pluriel ou au singulier, j'ai pas les infos là-dessus, mais bon, prenons les choses globalement. Ces choses-là nous mettent
maintenant, et déjà depuis quelques années, face à des descriptions complètement absurdes. C'est ridicule de regarder Vénus le soir dans son jardin et de voir une forme géométrique qui tourne à peu près 1 tour par seconde autour de Vénus, ça ne tient pas debout. D'autant plus que toi, dans ton jardin, tu ne voyais rien. Et moi, je voyais rigoureusement rien. Les 2 personnes qui observaient ça étaient quand même à pas loin de 200 km d'ici. Mais des cas comme ça, il y en a de plus en plus. Je me souviens d'une enquête que j'ai faite il y a une dizaine d'années maintenant avec Maurice Steele, dans un pays qui est ufologiquement célèbre, c'est Gretz-en-Mainvilliers. On avait vu un monsieur qui nous avait décrit avec beaucoup de précision, une observation qu'il avait faite un soir alors qu'il attendait le retour de sa fille. Il était un petit peu inquiet parce que sa fille, qui avait peut-être, 18 ans, je vous cite ça de mémoire, il attendait le retour de sa fille et puis il avait besoin d'être tranquillisé. Bon. Donc ce monsieur était sur le pas de sa porte et il voyait dans le ciel une forme géométrique avec comme une espèce de guirlande qui tournait autour. Il y a eu d'autres exemples de ça. Il y a également une dizaine d'années, en Isère, il y a un monsieur qui se promène dans son jardin le soir et qui voit dans le ciel une forme de losange qui paraissait être constituée par un certain nombre d'ampoules. Je crois que c'est le mot qu'il emploie. Parlons pas d'ampoules, mais disons des petites boules lumineuses. Et ces boules lumineuses étaient disposées sur les 4 côtés d'un losange. Alors le gars regarde ça, il voit un losange formé d'ampoules dans le ciel, c'est pas très classique, il est vraiment super étonné. Bon, il bouge un peu, il se retourne, et il voit la même chose dans une autre direction, et finalement dans une 3e direction. Il me semble que depuis quelques années, on assiste à ce que j'appelle des spectacles lumineux qui semblent être observés par un très petit nombre de personnes. Dans le cas du mois d'avril, là j'ai la date précise, mais peu importe, il y a 2 témoins, enfin je connais 2 témoins. Oui, c'est ce que je voulais mettre en avant, Joël, on a l'impression que les personnes sont ciblées. Mais bien sûr, parce que un truc comme ça, on s'attendrait à ce que ça n'existe pas. Bon. Mais ensuite, si vraiment ça se présente, on s'attendrait à ce qu'il y ait un grand nombre de témoins. Or, pas du tout. Dans le cas de Gretz-en-Mainvilliers, le monsieur qui voyait ces espèces de boules qui s'allumaient, qui s'éteignaient alternativement, ça faisait une espèce de, je peux pas vous décrire ça sans vous faire un dessin, mais ça faisait une espèce de guirlande de Noël avec allumage et extinction autour d'une grosse boule centrale, et ça a duré très 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 longtemps. Mais pour autant qu'on sache, ce monsieur est le seul à avoir vu ça. Dans le cas des 3 losanges formés de boules lumineuses, là, 3 losanges identiques si j'ai bien compris, mais dans des directions différentes, là aussi il y a un seul témoin. C'est parfaitement absurde. Dans la mesure où nous ferons connaître à mon avis, moi mon travail, je crois que ça consiste à faire connaître les témoignages quand ils émanent de personnes apparemment sensées. On va passer pour les derniers des crétins, parce que c'est beaucoup plus incroyable, beaucoup plus absurde que les soucoupes des années 50 ou les cigares à hublot, dans lesquels on pouvait toujours voir des objets, des véhicules spatiaux, certes non répertoriés, et fort improbables et fort étonnants, mais au moins on interprétait ça tout naturellement comme des véhicules. Oui, c'est assez incroyable, et on a l'impression de voir pratiquer par ces phénomènes une sorte d'auto-dénigrement. Oui, oui, tout à fait. Anne Moreau ? Oui, un brouillage. Un camouflage, moi je dirais un camouflage. Oui. Moi je pense qu'on peut parler de camouflage par l'absurde. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se manifeste en prenant des formes volontairement absurdes, et donc les témoins passent pour des idiots, les ufologues aussi. Ça continue et ça s'aggrave, parce que l'histoire de la forme lumineuse qui tournait autour de Vénus, là, c'est beaucoup plus irracontable que les histoires d'OVNI des années, encore comme on en trouvait dans les années 70 encore. Oui, il est beaucoup plus facile de penser à un objet qui vient d'une autre planète, que de penser à une sphère lumineuse dont on ne sait rien et qui ressemblerait, je sais pas, à une saucisse tournant autour de Vénus, par exemple.
Alors, il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Oui. Dans quelques mois, sortira un livre qui sera principalement composé de photos, de très belles photos, j'en ai vu beaucoup et c'est stupéfiant. Il y a un endroit en France, tout le monde le connaît, où certaines personnes au pluriel, font des photos complètement stupéfiantes. Ah, tu veux parler du col de Vence? Bien évidemment. Alors, ça dépend qui est là. Bon, mais certaines personnes, je pense à Pierre Bic, puisque c'est principalement de lui qu'il s'agit, il fait des photos du paysage, notamment des photos numériques, et instantanément, il obtient une photo sur laquelle il y a des anomalies monstrueuses, stupéfiantes, démentielles. J'en ai vu quelques-unes, effectivement. Alors, chaque fois qu'on essaie de parler de cette histoire-là, on a toujours la même objection. Ah, mais Bic qui truque les photos. Ben non, Bic qui truque pas les photos. Parce qu'avec les appareils numériques, les gens qui sont à ses côtés assistent à la production de ces images. Il suffit de quelques secondes pour avoir le résultat sur l'écran à cristaux liquides. Et on voit bien que... moi, je suis un petit peu fatigué de prendre la défense de Pierre Bic parce que c'est un rôle inconfortable. Ces photos sont prises notamment avec des des engins qui réagissent au moindre mouvement. Et ils attendent donc que l'engin réagisse dans un rayon de 3 mètres environ pour prendre la photo même s'ils ne voient rien. Et à partir de ce moment-là, les 3 quarts du temps, ils trouvent quelque chose sur la photo. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot absurde ou absurdité à propos des observations d'OVNI. Bon, c'est pas confortable pour quelqu'un qui fait de l'ufologie de dire que les manifestations auxquelles il s'intéresse sont absurdes. Mais on peut quand même pas faire l'économie de ça. Il faut bien le dire à un moment ou à un autre. Je crois que les temps sont venus de le dire. Ces phénomènes sont idiots, sont absurdes, sont dérisoires, sont à marcher au plafond, mais ils sont réels. Et en plus, comme ils ne frappent pas tout le monde, mais comme ils frappent certaines personnes et pas d'autres, ça crée une terrible coupure au sein de la population entre ceux qui constatent ça et qui voudraient bien pouvoir communiquer un petit peu, et puis les autres qui se foutent joyeusement d'eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été témoins eux-mêmes. D'accord. Joël, terminons l'actualité ufologique avec le reste de ton magazine. Que trouve-t-on donc à part ce témoignage, cet article de Gildas Bordet Beaucoup de fort belles choses. Bon, je récapitule pas, oui. Je passe à la suite. Oui, oui. Alors, moi, j'ai entrepris de fêter dignement le 50e anniversaire de la vague, la monumentale vague de 1954. Les auditeurs les plus jeunes ne savent peut-être pas qu'il y a eu, il y a exactement 50 ans, une vague d'observation d'OVNI sans pareil, qui a frappé beaucoup de pays, mais surtout la France, puis aussi un petit peu plus près de nous, le nord de l'Italie, et la Belgique d'ailleurs. Donc j'ai entrepris de commémorer ces événements de 1954, qui ont atteint une intensité extraordinaire au mois d'octobre. Depuis, j'ai décidé que tous les numéros de Lumière dans la nuit de l'année 2004 comporteraient des éléments sur la vague de 54. Alors là, il y a principalement un article de Julien Gonzalez qui récapitule des observations de la vague de 54 dans le département de la Nièvre. C'est une étude locale, en sorte. En quelque sorte, c'est une étude géographique, quoi. Il a pris le problème par le bout géographique. Avant ça, Julien Gonzalez nous avait parlé notamment des bizarreries biologiques dans le domaine des légumes, par exemple, constatées pendant le même automne 1954. Et on peut noter, si on parle d'archives et d'études géographiques, le travail que fait Franck Marie avec Bankovni. Ah oui, tout à fait. Ensuite, donc après cet article sur la vague de 54 dans la Nièvre, il y a un article que j'ai fait, que j'ai intitulé « Ce que tout le monde devrait maintenant savoir ». Oui, alors, je ne vais pas vous le lire ni vous le commenter. Mais en gros, quel est le thème ? En gros, c'est le titre. Le thème, c'est le titre. Ce que tout le monde devrait maintenant savoir, parce que, bon, c'est peut-être le cinquantenaire de la vague de 54 qui m'a donné cette idée,
J'estime que maintenant, la plaisanterie a assez duré. C'est plus la peine de faire semblant, il y en a marre des discutailleries sur l'absence de preuves scientifiques, sur la faiblesse du témoignage et tout ça. Il y en a vraiment marre. Il y a deux sortes d'évidences qui sont à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les personnes qui veulent bien regarder les faits. D'une part, il existe des observations d'OVNI très solides. Je vous citais tout à l'heure Los Angeles, 25 février 42, le Mirage 4, au-dessus de la région de Chaumont, le 7-3-77, Trans en Provence, l'Airbus Nice-Londres du 24 janvier 94. Alors j'ai fait une petite liste, là, j'ai fait un tableau sur une page, constitué de faits bien attestés, dans lesquels on devrait voir des preuves suffisantes, à mon avis, pour que, une fois pour toutes, l'existence du phénomène soit établie. La plupart des gens se comportent comme s'il n'y avait pas de preuves. Les preuves, elles existent, et les gens ne veulent pas les voir. Bon, alors, j'ai fait donc cet article pour dire d'une part ça, et pour dire d'autre part que l'accumulation, si j'ose dire, de témoignages que nous ne faisons que consolider au fil des ans, il n'est pas aussi vain et futile que certains le prétendent quand on le regarde vraiment, quand on prend vraiment connaissance de ce que les gens ont vécu et qu'on voit à quel point ils sont aussi fiables que leurs détracteurs, et bien souvent nettement plus, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de propriétés étranges, disons, de ce phénomène qui ressortent très nettement de l'ensemble des témoignages. Alors, bon, je ne veux pas abuser du temps qui nous est peut-être compté, il faut peut-être pas que je rentre dans les détails, mais c'est pas vrai qu'on sait rien sur les ovnis, c'est pas vrai du tout. Il y a tellement de littérature, il y en a beaucoup de mauvaises, d'accord, mais il y en a aussi beaucoup de bonnes, et pas seulement d'origine française d'ailleurs, hein. Il y a de la littérature en langue anglaise, et même pas seulement en langue anglaise, mais il y a beaucoup de littérature accessible, et il y en a de la bonne, il y en a de la sérieuse, il n'y a pas que des fariboles en ufologie. Et quand on regarde tout ça, on voit à peu près à quoi on a affaire. Oui, à mon avis, on a affaire à quelque chose qui se moque de nous. Oui. Anne Moreau ? Oui, je voulais justement parler d'un événement qui s'est produit il y a quelques années, mais c'est vraiment pas très loin. C'est Joël, vous en avez entendu parler de Fécamp. Ah oui, bien sûr. Ben, j'en ai entendu parler, surtout grâce à notre ami Jacques. C'est une affaire qui, je pense, mériterait notre attention, malgré qu'elle se soit déjà passée il y a 5 ans de ça. Parce que quand à Fécamp, lors de l'éclipse, il y a eu un phénomène dans le ciel, pour trouver l'explication à ce phénomène, on a quand même à disposition... Attendez tous les deux. Que s'est-il passé à Fécamp? D'accord, une éclipse, mais qu'a-t-on vu? Qu'est-il arrivé? Il y a eu une lumière dans le ciel qui ne pouvait pas être une planète, qui ne pouvait pas être une étoile, parce que c'était en mouvement. Et il y a quelques photos quand même qui ont été réunies. Il y aurait une enquête vraiment formidable à faire sur cet événement. C'était le 11 août 1999. Ça s'est passé devant des milliers de personnes qui étaient pratiquement toutes équipées soit de caméscopes, soit d'appareils photo. Il y avait des tas de télévisions qui étaient présentes, et la sphère a été filmée par toutes ces caméras. On retrouve d'ailleurs cette sphère dans un livre qui était dédié à l'éclipse. L'auteur l'a mis par mégarde, et il ne savait pas du tout que c'était la sphère en question. Là, on a la possibilité de faire une grande enquête, et on ne la fait pas, par manque de moyens probablement. Mais là, c'était vraiment ostentatoire. Des milliers de gens, probablement, ont dans leurs archives, des centaines de gens ont probablement, sur leur diapositive ou sur leur film, la trace de cette sphère. Ça s'est produit devant tellement de gens. Et pourtant, on en est toujours aujourd'hui l'enquête n'a pas avancé. Une grande partie de ces personnes ont peut-être pensé que, suite à l'éclipse, le film avait pris un coup. C'est-à-dire avait pris un choc et que c'était... Ah non, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Les gens ont vu la chose. Si tu veux des informations sur cette histoire de Fécamp, il y a quelqu'un qui connaît bien cette histoire de Fécamp, c'est Jacques Garnier. Oui. Je pense que lui,
se ferait un plaisir de t'en parler de manière détaillée. Il a été témoin de la chose. Il voulait m'emmener là-bas. Et puis moi j'étais un petit peu fatigué, j'avais plein de choses à faire, j'étais débordé. Et je me suis dit, oh là là, ça c'est le piège. Si j'y vais, il se passera rien. Si j'y vais pas, il y aura quelque chose. J'ai choisi de pas y aller parce que j'étais mort de fatigue. Et il y a eu ça. C'est malicieux les ovnis. Mais Jacques pourra raconter l'histoire. J'ai un renseignement sur cette affaire. Je connais 3 témoins qui ont vu cette sphère. J'ai vu des photos qui ont été prises par d'autres personnes montrant cette sphère en mouvement, c'est-à-dire qu'elle montait. En même temps, lors de l'éclipse, il s'est passé un événement avec les Mirage 2000 qui ont largué, on ne sait pas pourquoi, des leurres infrarouges. C'était, paraît-il, ça s'est produit en direct en plus. C'était, paraît-il, pour faire un show pour fêter l'éclipse. Mais on n'avait pas besoin de regarder les Mirages 2000. On était tous intéressés par l'éclipse elle-même. Donc on n'a toujours pas compris pourquoi ces Mirages 2000 avaient largué des leurres infrarouges. Vous voyez, il y a eu en plus un petit problème avec l'armée, quoi. Et ça, c'est mentionné dans les émissions télévisées qui étaient en direct. C'est une affaire qui n'a pas été suivie. On essaye de la poursuivre. Malgré qu'il y avait beaucoup de gens, on n'est pas capable de faire une analyse, de retrouver tous les documents, et pourtant ils doivent pulluler, quoi. Oui, c'est ce que nous disait Joël Ménard précédemment. Quand les événements sont trop marquants, trop évidents, on n'en parle pas. Bien sûr. Et là, c'était quasiment en direct. Les crops de Chilbolton, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis plus intéressé par les ovnis que par les crops, parce que, bon, c'est mon créneau. Mais je reconnais que les deux sujets se touchent. Mais les crops de Chilbolton, puisqu'il y en a eu 2, c'est quelque chose de stupéfiant. Ça n'a eu aucun impact. Et le témoignage de Monsieur Duboc et de ses 2 collègues. Oui, et puis de Monsieur Loiseau, Monsieur Crine, Monsieur Chollet, que nous avons interviewé sur cette antenne, des pilotes aussi, avec des éco-radars. Les gens dont le déblocage de la situation dépendrait, les gens qui pourraient, s'ils manifestaient un peu d'humilité et de bonne volonté, qui pourraient aider au déblocage de la situation, eh ben non, ils ne le feront pas. Ils continueront à ricaner, à entretenir des croyances totalement irrationnelles à propos de ces phénomènes, parce que de dire que les témoins racontent n'importe quoi, de dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Les enregistrements radar du 28 janvier 94, c'est pas une preuve, ça? Alors pourquoi colporter des bruits comme ça? Pourquoi se comporter comme s'il y avait pas de preuves alors qu'il y en a? Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est eux qui détiennent la clé. C'est eux qu'il faudrait faire parler finalement. Il faudrait leur demander pourquoi vous faites ça. Très bien. Autre chose à rajouter dans cette actualité Ah oui, bien sûr, mais moi je suis intarissable. Vas-y. Alors, on a encore quelques minutes avec nous. Ce que tout le monde devrait maintenant savoir. Alors ensuite, il y a la rubrique Observations récentes en France. Alors, l'année 2004, elle n'est pas des plus resplendissantes sur le plan des observations d'OVNI. Le début de l'année a été franchement faiblard. Le mois de mai a été pas mal. Il y a eu beaucoup d'observations. Enfin, il y a eu quelques observations intéressantes à partir de la fin avril. J'ai l'impression d'ailleurs qu'en ce moment c'est plutôt calme. Mais le mois de mai a été pas trop mal. Alors parmi les observations qui sont exposées là, il y a notamment celle dont je vous parlais tout à l'heure, la forme géométrique qui tourne autour de Vénus. Alors ça, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Bon, il y en a d'autres aussi, mais je peux peut-être pas détailler. Ensuite, il y a un article dans lequel François Parmentier réagit à un autre article dans Ciel et Espace, dans lequel Ciel et Espace annonçait prématurément la fin du CEPRA. La fin du CEPRA. Notons que François Parmentier est l'auteur d'un excellent livre, OVNI 60 ans de désinformation. Absolument. Excellent livre. Alors l'ufologie, c'est aussi, ça il faut que les gens le sachent, c'est le domaine des fausses nouvelles, c'est le domaine de l'intox, de la propagation des fausses nouvelles. Je ne sais pas pourquoi des gens s'ingénient à répandre des mensonges, mais en tout cas, on peut le constater. Ensuite, il y a un article de Dominique de Tarragon intitulé « Danse du soleil,
apparitions religieuses et ovnis. Alors, le titre parle de lui-même. Dominique de Tarragon nous cite un certain nombre de cas qui sont plus ou moins comparables, quoiqu'en général à une échelle moindre, au cas de Fatima, qui a fait l'objet d'un très bon livre. Un très bon livre du contre-amiral Gilles Pinon, qui était venu sur notre antenne pour Fatima, un ovni pas comme les autres. Absolument, absolument. Il faut que ça se sache. Il y a aussi ensuite un article intitulé « Attention aux iridiums ». Ça, c'est Claude Minguelli qui l'a fait. Alors, en 2 mots, voilà de quoi il s'agit. Là, on arrive au beau jour. Donc, les gens vont beaucoup regarder le ciel le soir. Alors, il y a des satellites de télécommunication qui sont, si j'ai bien compris, les satellites qui font fonctionner nos chers téléphones portables. Alors, ces satellites peuvent donner lieu, d'abord peuvent étonner les gens qui les voient, parce que ils deviennent subitement très très lumineux, pendant un temps assez court, de l'ordre de quelques secondes. Leur luminosité croît énormément, passe par un maximum, puis décroît de façon symétrique. Alors, quand on voit ça, on est très étonné, paraît-il, et on peut se demander si on n'a pas eu affaire à un ovni. Alors, là, Claude Minguelli nous explique qu'il ne faut pas prendre les satellites iridium pour des ovnis, et notamment, il donne l'adresse d'un site internet qui permet de connaître à l'avance les dates et les coordonnées polaires des passages d'iridium. Donc ça, c'est pour éviter des confusions. D'accord. Ensuite, il y a encore un article de Gilles de Bourdet qui est un commentaire du livre de François Parmentier. Et puis, il y a l'article de Jean-Pierre Tenvin, dont je vous disais 2 mots tout à l'heure, sur les crop circles. Et puis il y a des nouvelles. Et des nouvelles. On a fait en gros le tour de l'actualité ovniesque, des ovnis, qu'on peut retrouver dans le Lumière dans la nuit numéro 373, qui sort ces jours-ci. Tu es en train d'ailleurs de préparer le prochain numéro. On ne parle pas non plus assez de cet excellent livre de Michel Picard, OVNI, Laboratoire du futur, paru chez JMG, c'était en 2002. Alors en gros, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, c'est un livre où Michel Picard tord le cou à certains sociologues véritablement acharnés à d'évaluer le phénomène OVNI. Donc c'est aussi un livre dont il faut prendre note et s'y attarder, même s'il est paru en 2002. Merci à tous les deux d'être intervenus sur cette antenne. Alors je rappelle, Anne Moreau, que ton site c'est culture-crop.com. Voilà. Avec le 3W de rigueur au début. Site amateur. Hein. Oui, c'est un site magnifique, il faut y faire un tour et il y a des liens et vraiment c'est un site qui met en avant les crop circles de façon intelligente. Merci à toi de nous avoir parlé de cette actualité des crop circles. Merci à toi et puis excuse-moi, je n'ai pas du tout l'habitude de la radio. Pour moi, c'est très délicat. Je m'exprime pas très bien par oral. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère largement m'exprimer à travers un site. Au moins, j'ai le temps de peser, d'effacer. Tu vois ce que je veux dire? Tout s'est très bien passé, Anne Moreau, rassure-toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Joël Ménard. Joël, donc ton magazine Lumière dans la nuit, numéro 373, vient de paraître. On peut retrouver maintenant Lumière dans la nuit sur internet, www.ldln.net pour le site internet. Et pour donc se procurer Lumière dans la nuit, si on n'a pas internet, tu as donné une adresse tout à l'heure? Oui, Lumière dans la nuit, ou LDLN en abrégé, boîte postale 3, 86 800, Saint-Julien-Lars, L''ARS. Merci Joël Ménard. C'est moi. Au revoir. Bonsoir.